Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil où je vous parlerai d'un nouveau projet en détail, mais vraiment de la réflexion jusqu'à la construction. Donc les vidéos seront un peu différentes de l'EBF01 que je suis en train de faire, l'ombre insidieuse. Bon, ça veut pas dire que j'arrête de la faire, ça veut dire que je commence celle-là et en fait en parallèle ça me permettra d'avoir plus de motivation pour faire certaines parties des deux, puisque souvent quand on utilise une scie à ruban, on va être contraint juste de faire une seule chose et de passer encore à autre chose après, donc ça perd beaucoup de temps et c'est pas forcément motivant à faire. Donc ce que je vais faire, c'est construire un peu de cette base là en même temps. Et vraiment, comme j'avais pas beaucoup de temps à attribuer à faire juste un instrument physiquement parlant, j'ai vraiment essayé de rechercher le plus possible de solutions et de faire des dessins un peu techniques sur l'instrument. Donc on va pouvoir voir ensemble comment du coup je fais un instrument et quelques conseils que vous pourriez suivre ou pas, hein, suivant ce que vous aimez ou ce que vous trouvez intéressant dans la façon de faire les choses. Donc du coup là j'ai apporté à peu près tout, donc j'ai mes templates où j'ai dessiné dessus, donc on verra ça de plus près tout à l'heure. J'ai ici le BF01, juste pour vous montrer un peu où elle en est. Donc voilà, euh, plutôt pas mal du coup. Là, il faut que je finisse à peu près tout ce qu'il y a à faire dessus, donc les cavités euh, qui sont pas faites, hein, comme vous voyez dans le talon du manche. Le manche n'est pas collé parce que il faut que je vérifie le renversement par rapport au chevalet, qui me semble un peu trop élevé, donc ça se trouve, comme d'habitude, je vais arriver, ça va être parfaitement bon. Euh, le contour du manche est fait, il me suffit juste de faire la planification encore une fois avant de le coller. Euh, Comme ça, si la touche s'abîme ou si surtout les frettes, des érafluents, je pourrais régler ça avant la peinture. Et du coup, j'ai aussi, bon là j'ai eu un petit problème, mais normalement il manque quelques cavités, enfin celle-ci surtout, et de quoi mettre mon, ma terre sur mon chevalet. Mais sinon, à part ça, j'ai fait mes trous dans le corps, parce que sur un manche collé, on a besoin de les faire avant, parce que, même d'ailleurs sur un manche traversant si on peut, parce que sinon j'aurais plus accès après et ce sera beaucoup plus difficile de faire des découpes, enfin des perçages droits après. Donc voilà. Il faut aussi que je vois comment introduire un jack par l'arrière, puisque c'est un peu ma signature, de faire en sorte que ce soit plus simple, parce que en fait j'ai jamais trouvé ça forcément pratique de le mettre sur le côté, parce que typiquement si vous êtes assis près du sol, vous allez pas pouvoir jouer, à part avec un jack coudé. Donc moi ma solution c'est de mettre un jack de strat derrière, et du coup ça fait juste que vous avez à vous retourner juste pour mettre le jack, et puis c'est bon. Donc voilà pour cette basse, si vous voulez voir un peu comme ça. Et donc les vidéos sur celle-là continueront, mais le principe des vidéos sur celle-là, ce sera d'être un peu plus clair et d'être un peu plus précis dans le plan des vidéos, et vraiment de changer aussi la numérotation, parce que je me suis mis un peu dans une galère avec celle-là. C'est qu'il y a des procédures que je peux pas scinder dans des vidéos séparées du manche et du corps. Donc du coup là il faudra juste que je sois en partie et juste indiquer bien ce qu'il faut, si vous avez compris. Donc on va se rapprocher et je vais vous montrer tout ça. Ainsi vous pouvez voir sur ce plan un peu plus rapproché, alors je vais mettre ça juste un peu plus comme ça, voilà. Donc déjà j'ai mes templates, je commence par ça plus que par les mesures que j'ai prises après pour vraiment stabiliser l'instrument en termes de ces mesures et de comment je devrais faire les micros, les mettre à l'intérieur. Parce que c'est comme ça que je procède, c'est que pour, entre guillemets, copier ou faire de nouveaux instruments, je prends l'image de l'instrument et j'utilise pas forcément les plans en fait de l'instrument. Par exemple, pour vous, ça peut beaucoup ressembler à une Rickenbacker 4003, 4001. Mais en vérité, elle a été dessinée à partir d'un corps de jazz bass et j'avais juste une image d'une 4003. Je crois que c'était une pour
pour être précis, avec les ailes en noyer, que je trouve assez belle. Et j'ai dessiné le template à partir de ça, et donc en en regardant une vraie, celle qui est à la Cité de la Musique, en visitant ça juste lundi. Donc lundi c'était il y a quelques jours, avant cette vidéo. Et du coup, celle-là est beaucoup plus large sur le côté bas. Il va y avoir beaucoup moins du côté haut. En fait, elle est encore plus dissymétrique que l'original, puisqu'en fait, il y a toujours dans les Rickenbacker, il y a toujours un équilibre entre l'avant et l'arrière. En fait, c'est même la tête qui a l'air assez bizarre et bien proportionnée de chaque côté au niveau de ses largeurs maximales. Tandis que celle-là est un peu différente. En fait, on va avoir on va dire ses fesses un peu plus larges, et au niveau de l'endroit où vous allez poser votre genou, elle est beaucoup plus chanfreinée. Il y a beaucoup plus de matière enlevée, et elle tiendra beaucoup plus, vous serez beaucoup plus près du manche quand vous l'aurez sur votre genou, et la partie ici est beaucoup plus fine, et du coup la corne du haut va beaucoup moins haut. Donc ce qui fait plus penser à des instruments modernes comme des Warwick que vraiment à une Rickenbacker. Et la tête est dissymétrique aussi, à savoir que ce côté-là est plus grand que ce côté-là. Donc en fait on va voir légèrement les mécaniques qui vont être plus de ce côté-là, alors que sur l'original, même si elles ne sont pas placées de la même façon, elles sont à peu près comme il faut sur le plan, même si elles reviennent ou elles partent, il y en a forcément une qui est en termes de distance symétrique à l'autre. Ce qui n'est pas le cas ici, et la tête est un peu plus longue et moins large. Après je dis ça, ce qui est assez marrant avec Rickenbacker, c'est que celle des années 60 ne ressemble pas à celle des années 70, qui ne ressemble pas à celle des années 80, qui ne ressemble pas à celle des années 90. Même dans la construction, où des fois on aura juste une petite fine partie au milieu dans la lamination, alors que maintenant, en ce moment, on va avoir deux morceaux d'érable qui sont d'ailleurs exactement pratiquement cette taille-là. Et donc pour vite fait finir avec ça, celle-là sera différente aussi parce qu'elle utilise plus des façons des bois Gibson, et un type de construction qui sera comme ça. Donc on sera sur un manche traversant avec toujours la table qui fera 32 mm, mais ce sera un manche en 6 pots qui est ici, là, qu'il faut que je finisse d'aplanir, puisqu'il est venu avec un vraiment tordu. Mais du coup, en fait, moi, le seul truc que j'aime bien avec le fait que ce soit tordu, malgré le travail qu'il y a derrière, c'est que normalement, une fois qu'il sera aplani, ça devrait plus trop bouger. J'espère, hein. Mais normalement, ça devrait être le cas. Et donc, on aura des ailes en Corina, et juste pour la beauté de l'instrument, j'aurai des ailes en Wenge sur la tête, et un plaquage, mais qui sera que au centre pour pouvoir voir le Wenge sur les côtés. Et la basse sera naturelle. Donc vraiment quelque chose au final d'assez différent d'une Rickenbacker, parce que déjà la configuration ce sera double et double, enfin simple qui se transforme en double avec deux micros. Et puis voilà, donc on va rentrer dans les détails un peu plus de ça tout de suite. Donc du coup, après avoir vu ça, en général ce que je fais, c'est de passer directement à la construction, notamment du corps, pour voir si ça va aller. Où je dessine le corps avec mon template, mais après j'y touche plus. Tandis que là, il va falloir être un peu plus méticuleux parce que, comme c'est des ailes, il y a une manière spéciale de construire. Et ce que j'ai compris avec ça, c'est que par exemple, si vous prenez un corps séparé du manche, que vous collez ou vous vissez, vous pouvez prendre votre template, le coller sur votre corps, et après déligner ou raboter, enfin déligner, je dis ça, mais c'est plutôt utiliser la défonceuse pour vraiment faire le contour et avoir l'instrument parfait par rapport à votre template. Mais le problème c'est que en faisant ça, le template s'use, donc je préfère mieux pas utiliser cette méthode là. C'est ma façon de voir les choses, sauf que là, en fait, comme on a deux ailes sur les côtés, il faut compter sur le template qu'il va falloir avoir le manche traversant. Donc en gros, il faut que vous dessiniez sur les deux parties de votre corps, enfin votre bois pour le corps, donc vos deux ailes,
La partie qui sera ici et la partie qui sera là. Mais du coup, ce que vous allez faire, c'est faire une approximation de la forme du corps en étant un peu plus large pour que quand vous colliez, quand vous rassemblez les parties, notamment derrière, et même un peu devant, ça colle. Et du coup, en fait, vous êtes obligé de couper avant parce que à la défonceuse, vous ne serez pas capable euh, de faire ça droit en fait. Et ça demande beaucoup trop des fois beaucoup trop de travail pour être cohérent. Donc en fait, il faut coller les ailes une fois finies pratiquement, quitte à juste avoir quelques défauts à corriger, notamment à l'arrière. C'est pour ça d'ailleurs que sur les Rickenbacker, si vous avez jamais remarqué, le binding ne va pas jusqu'au bout. C'est qu'il est d'abord fait sur les côtés et il est collé. Mais donc quand vous avez une CNC, il n'y a pas de problème, hein, vous avez un template même pour les caler et c'est bon. Tandis que là, enfin un gabarit, tandis que là c'est impossible. Donc en gros, les techniques que j'applique pour couper les corps s'appliquent ici. Donc il faudra juste reponcer. Donc c'est pour ça que souvent Rickenbacker, les corps, voire même les têtes, ont souvent une forme légèrement différente les unes des autres. Parce que tout est fait à la main et on ne peut pas replacer un template par-dessus pour rerouter le corps, notamment à l'endroit où le manche rejoint le corps. Voilà, donc on va passer du coup au carnet. Et j'expliquerai du coup un peu tout ce que je fais à chaque chose que j'ai dans le carnet. Bon, au départ on commence, parce que c'est un carnet de notes. Donc là, j'ai tout simplement ce qui me sert à faire mes logos. Ils sont faits à la main, ils sont reportés sur un calque et après ils sont retransférés sur l'instrument. Moi ce que j'aime bien c'est justement le fait que ça donne jamais exactement le même logo. Donc là on avait des études de configuration de câblage et de micro pour la basse l'ombre insidieuse que vous avez vu tout à l'heure. Donc j'ai commencé par ça, donc on a différents circuits et ce que j'ai fait c'est vraiment mélanger deux circuits ensemble pour vraiment obtenir quelque chose qui m'intéresse moi, à savoir pas exactement faire un câblage standard, mais en même temps rester dans quelque chose d'assez classique. Hop. Donc là c'était des idées du plaquage qu'on peut voir sur la tête de l'ombre insidieuse. Des dessins. Hop, là c'est un éclaté, donc c'est pas ça qui nous intéresse. Donc ça c'est des circuits, quand on me demande des fois des conseils pour câbler des guitares, j'envoie aux gens des photos de circuits que je recrée pour leur montrer comment c'est. Ça c'est le circuit de la précision basse. Si vous avez vu la vidéo du micro, il y a le circuit qui est avec que j'ai fait. Et donc là on commence par une étude d'un circuit type Rickenbacker. Donc enfin j'ai un peu inversé les pages, mais ici on va avoir les deux façons plus ou moins. Je crois que celle-là c'est la plus cohérente des deux, oui, puisqu'il y a le jack avec, d'une 4003, sans avoir le potard à push-pull qui permet de bypasser le condensateur. Donc là, c'est un premier test de ce que je vais faire sur la basse, c'est-à-dire un système stéréo. Donc il fallait que je comprenne, si vous voyez là, comment marche un switch. Là, c'est un 9 broches. Donc en fait, en gros, sur un switch, vous prenez toutes les broches du milieu sont tout le temps connectées. Et si vous switchez vers le haut, ça c'est des switches on-on, vous aurez vers le haut le 1 et le 4, et vers le bas le 3 et le 6 connectés au 2 et 5. Voilà. Donc après avoir essayé ça, je me suis aperçu que ça n'irait pas, donc je suis passé à un switch qui va être ici, un switch, je sais pas si on voit bien d'ici, qui est un switch 12 broches. Et donc on aura ici un circuit, le circuit du micro grave, puisque c'est un seul micro au final ou une bobine est des fois connectée au circuit ou non. Et en fait le principe c'était, ce que j'aime pas sur les humbuckers qui sont splittables, donc on enlève une bobine des deux, c'est que c'est jamais un vrai micro, puisque en gros on prend par exemple un micro à 7K et on tombe sur un truc à 3,5K, mais qui a genre le champ magnétique d'un micro humbucker, et ça fait pas un micro simple. Donc j'ai essayé, enfin
le prototype sera l'occasion de tester une configuration qui sera deux micros simples Fender Precision Bass type 51 et en circuit de base, donc switch vers le haut, parce qu'il y aura deux switch vers le haut et l'autre ne compte plus dans le circuit, donc on aura le micro simple, donc un micro simple standard à 6,80K. Et après une bobine supplémentaire qui crée un humbucker parce que elle est bobinée dans le même sens mais elle est connectée inversée au circuit et les aimants sont polarisés à l'inverse de l'autre. Donc voilà, et c'est du coup l'occasion de voir ce que donnerait un humbucker fait avec deux simples. Et du coup, le deuxième switch servira à changer la connexion à la bobine en l'inversant en fait dans le circuit, donc en donnant un son diphase au micro. Donc après, j'ai regardé comment faire le circuit avec les deux. Donc au final, le système avec les deux humbuckers prend deux switches 6 broches. Après, c'est peut-être pas le système le plus efficace, mais ça marche, donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Donc là, on a à peu près tout le circuit avant que je me dise que je fasse un micro particulier pour le micro aigu. Et donc là, il y a un peu toutes les infos. Donc ça me permet déjà de savoir quel matériel je vais devoir utiliser pour faire la basse. Et donc en fait le circuit de basse c'est un circuit Rickenbacker. Et en fait le but c'est, ce que j'ai pas dit avec le switch 12 broches, c'est de faire une stéréo, mais en gros une stéréo où en fait vous séparez, vous faites du circuit Rickenbacker de base, donc avec les deux contrôles pour chaque micro mais mis ensemble pour pouvoir les switcher. Là on aura deux circuits qui pourraient être des circuits de Rickenbacker 4000. Donc on a le circuit aigu avec le condensateur et le circuit grave qui lui n'en aura pas, mais c'est la même chose, qui sont tous les deux séparés sur deux jacks. Et donc le jack mono, j'ai décidé qu'il irait sur le micro grave, parce que du coup comme ça en stéréo on peut passer le micro aigu sur un ampli type guitare et on peut quand même repasser en mono sur quelque chose où on aura juste l'ampli basse, ce qui est plutôt pratique. Donc du coup là c'est encore d'autres études puisqu'en fait j'étudiais plein d'instruments en même temps. Là c'était pour savoir comment faire le potentiomètre sur les Reaper pour avoir en fait un contrôle des médiums sans être active. Et en fait c'est ce qu'on appelle une bobine starter, qui est un peu comme un micro mais qu'on met dans le circuit et qui, câblé spécialement dans un potentiomètre, permet d'enlever des aigus et des basses, donc qui agit à peu près comme un contrôle des médiums. Donc ici on a à peu près à la base, avant que je dessine sur le corps à quoi devait ressembler la basse, doit ressembler la basse, et on a un petit concept là du micro que je mettrai en aigu. Donc je me suis aperçu que dans un micro type Rickenbacker, enfin dans la place qu'il prend, on peut facilement faire un humbucker avec les bobines de côté, un peu comme sur les Gibson EB, mais comme c'est un petit micro, il n'y a pas de raison que ce soit un micro comme les Gibson EB. Donc en fait ce sera un micro standard mais double bobinage en fait, où les deux bobines se collent aux vis qu'il y a dans le micro, mais ce sera plus des vis simples type Gibson, donc ce qu'on appelle les Paul screws, parce que les Rickenbackers sont pratiquement introuvables et en fait les bases seront en ce qu'on appelle du forban, où c'est de la fibre du carton vulcanisé. Donc voilà, donc ça servira de base et de haut du micro. Et comme les bobines sont des bobines de humbucker, mini humbucker, il faudra juste revisser par en dessous les vis qui correspondent au champ magnétique qui capteront les 4 cordes. Et puis voilà. Donc ici j'ai les plans à la fois de la base ici des micros, donc la partie haute, la partie basse, qui correspond vraiment à une taille
Rickenbacker de base, donc qui pourrait être introduit dans des instruments Rickenbacker. Après, le chevalet le couvre chevalet est spécifique à cette basse-là, puisqu'en fait il est symétrique au lieu d'avoir légèrement plus de place en bas, je crois. Et en fait, il sera fait en bois, pardon. Et il y aura un repousse-pouce symétrique de chaque côté. Juste pour l'esthétique, hein, le deuxième repousse-pouce. Donc on voit ici ce que ça donnera. Pardon. On voit ici ce que ça donnera. En vue de côté. Et donc voilà, tout ça sera en bois. Et donc là, du coup, on arrive sur la tête. Et en fait, ce que je fais en général, c'est que après avoir fait mon template, là, que j'ai plusieurs fois refait, enfin une fois refait, parce que elle était trop petite par rapport à une tête normale, et pour une raison simple, c'est que les mécaniques rentraient pas dessus, donc j'ai décidé quand même de la faire plus grosse. Et à chaque fois, ce que je vous conseille de faire, c'est que tous vos guitares, vos basses, surtout les basses, hein, parce que les mécaniques sont beaucoup plus grosses, c'est de faire des dessins de, comment dire, si vous trouvez les plans sur les mesures sur internet des mécaniques que vous pouvez utiliser, c'est le mieux. Et du coup, moi ce que je vais mettre, c'est des HB6 Clover, donc avec les bords de mécanique en tulipe. Mais c'est quand même des mécaniques qui sont faites pour être légères. Et donc je voulais voir si le look allait bien. Donc cela, c'est des à arbre 3/8. Donc vraiment pour vraiment correspondre à ce type de design. Mais on a quand même la clé de 14 mm qui est un peu plus grosse avec le bushing qui fait un peu gros. Donc il fallait que je vois si c'était correct. Et donc au final, c'est plutôt pas mal. Donc là, on aura la plaque qui permettra de cacher le truss rod. Alors ici, hein, dans le concept de base, il n'y aura pas deux truss rod parce que pour moi, c'est pas une erreur, mais en fait, pour moi, Rickenbacker a fait ça parce que leurs manches ont la spécificité d'être vraiment très fins en largeur et plutôt fins aussi en épaisseur. Et ils sont un peu, comment dire, dessinés avec, en fait, des manches souvent en D, et ils sont souvent faits pour ressembler plus à un rectangle que vraiment à un C, ce qui dans la structure du manche peut des fois faire en sorte que il vrille plus simplement que en ayant plus de tension au centre du manche que sur les côtés en fait. Si vous faites un T, en fait, en structure, ce sera beaucoup plus simple. Donc le truss rod que je vais utiliser, c'est ce que j'utilise d'habitude. Donc ça ressemblera plus à une Gibson qu'autre chose. C'est des truss rods que je fabrique moi-même, mais qui sont simple action avec un renfort en érable à l'intérieur, ce qui renforcera aussi la structure de l'instrument. Et le manche ne sera pas laminé en fait. J'attendrai qu'il soit bien sec et je ferai en sorte que ce soit bien. Aussi, le manche sera plus épais. Hein. Ce sera un manche qui sera 16 mm d'épaisseur sans la touche. Donc on arrivera à un truc comme 21 mm ou 22 oscillé avec la touche. Touche qui ne sera pas touche Rickenbacker, ça sera encore une fois quelque chose de plus petit. Hein. Les touches Rickenbacker peuvent aller jusqu'à 8, voire 10 mm sur leur hauteur la plus grande, donc au milieu du radius. Et donc là, ce que je vais faire, c'est du coup faire 16 au niveau du sillet et 20 au niveau du talon. Parce que comme c'est un truss rod vintage incliné type Gibson, il me faut quand même un peu de place. Donc je peux pas faire un manche plat. Et en fait, ça, encore une fois, renforcera la structure du manche. Donc voilà. Donc du coup, c'est vraiment pas d'une Rickenbacker qu'on parle d'ici. Et ici, pardon, on parle ici. Donc ici, il y a des concepts de logo de l'instrument. Donc la plaque avec à la fois le logo et plusieurs tests de l'identité visuelle de l'instrument. Donc là, bon, c'est pas très intéressant, mais c'est à peu près ce qu'il me faut pour tout l'accastillage et le circuit. Donc combien ça me coûterait. Donc là, on a
ce qu'on a ici là. Hop. C'est les gabarits qui nous serviront à faire le couvre micro chevalet. Et donc en dessous, on va avoir aussi un autre. Hop. Donc en fait ça, si je me souviens bien, ouais en fait ça, c'est le trou qu'il va y avoir à l'intérieur, en dessous du chevalet en fait, quand vous le retournez, puis c'est pour que le micro passe. Et donc là, c'est pas très intéressant, mais ce qu'on peut voir, c'est à peu près les différentes découpes à la défonceuse, ce que ça donnera en fonction des parties de gabarit. Et après ici, en fait, je suis vraiment allé chercher toutes les sources que j'avais sur les chevalets Rickenbacker, et il se trouve que pour beaucoup de gens, ce n'est pas un bon chevalet. Après, je suis comme certaines personnes qui argumentent comme quoi une basse arrive avec un chevalet sans que ça marche, pourquoi le changer? Mais du coup, comme je crée une basse qui n'est pas une Rickenbacker, j'ai décidé de prendre vraiment le chevalet que j'avais envie, et un chevalet qui ferait la différence sans forcément coûter super cher. Donc un chevalet à Rickenbacker standard, si vous prenez chez All Parts, ça vaut dans les 70 €, donc c'est pas trop cher, mais si vous prenez le remplacement Hipshot, ce que je pensais prendre au début, ça coûte dans les 220 €. Et apparemment, de ce qui est dit, il a quand même des défauts parce que l'angle dans le cordier, l'angle par rapport au pontet est trop faible, donc ça peut arriver que chaque pontet bouge à cause du fait qu'il n'y ait pas assez de tension à l'intérieur. Donc du coup, ce que j'ai choisi de faire, c'est de totalement aller pour autre chose et de prendre un chevalet type Warwick. Donc un peu comme les chevalets de basse Gibson moderne ou des années 60, comme la Thunderbird, le premier chevalet, d'ailleurs celui qu'il y a sur la version Epiphone qu'on voit maintenant, c'est un cordier avec les pontets plus une pièce en plus. Et donc ce qu'il y a de bien avec le chevalet Warwick, c'est qu'on peut régler tout ce qu'il faut sur le chevalet, donc en indépendance, ce qui est toujours un avantage. Mais à la fois, vous pouvez régler l'écartement des pontets, ce qui est plutôt agréable pour ceux qui veulent retrouver un jeu plus de Rickenbacker, même si le manche sera plus large sur cette basse, puisque je privilégiais le confort de jeu vraiment le confort de jeu, de jouabilité, plus que vraiment le confort quand on touche l'instrument. Il sera confortable, mais je préfère mieux la stabilité de l'instrument, donc faire un manche qui sera beaucoup plus large au talon qu'un manche Rickenbacker avec 58 mm, ce que je fais d'habitude, ce qui n'est absolument pas un problème à jouer, c'est juste que ça fera pas vraiment sensation d'avoir une Rickenbacker dans les mains. Et de toute façon, ce que je voulais, c'est juste un peu du visuel de cette basse là, donc moi ça ne me dérange pas. Hop. De ce côté là, on a une simulation de tête telle qu'elle devrait être lorsqu'elle sera construite. Du coup, celle-là, en fait, ce que j'ai voulu faire à peu près, c'est simuler le fait qu'on ait le Wenge sur les côtés et le plaquage en loupe de tuya. Donc, comme vous voyez, ici, on aurait le manche qui serait taillé. On placerait, une fois que ce sera aplani, le plaquage, et après les ailes en Wenge pour, du coup, avoir à la fois l'essence, le Wenge et la loupe de tuya. Ce que je pense qui sera assez beau. Et du coup, on a à peu près le graphisme qu'aura la basse avec les bonnes mécaniques, puisque la distance a vraiment été mesurée. Et le logo, enfin les deux logos. Et du coup, on voit vraiment que, contrairement à une tête Rickenbacker normale, déjà elle est un petit peu plus longue parce que en fait, même en coupant je sais plus comment ça s'appelle, mais en coupant ça et en faisant la signature de mes instruments de musique, on arrive à une tête un peu plus grande, mais aussi les mécaniques sont plus près du centre de ce côté-là que de celui-ci. Ce que je trouve pas plus mal au final, puisque ça lui donne une petite différence, malgré, comme je l'ai dit, que les têtes de Rickenbacker ont tellement changé tout le temps que il y en a
vraiment, il n'y avait pas vraiment un design précis, malgré le fait qu'il y ait toujours à peu près les mécaniques placées de cette façon-là, et soulever, il y a même des têtes inversées. Et donc voilà, donc là, des fois je m'amuse un peu à peu près conceptualiser comment sera l'instrument. Et donc là, je suis allé pour voir en fait ce que ça donnerait aussi de profil. Donc en fait là, sur les basses, de toute façon, dès que je peux, je mesure la taille des mécaniques et si la taille me convient, je fais souvent une tête plus épaisse que la normale. Là, il y a la volute typique de mes instruments de musique, enfin mes guitares et mes basses, c'est-à-dire au lieu d'avoir juste une volute là qui pour moi protège rien du tout, je prends vraiment un plan droit par rapport aux manches et je laisse vraiment beaucoup plus ici, ce qui renforce un peu cette partie-là. Après, ça ne veut pas dire que l'instrument ne se cassera pas ici ou là. Mais en termes de structure, ça rend l'instrument plus viable et en fait, ça permettra sûrement à la base de moins vriller, ce qui arrive souvent aux têtes de Rick, même si c'est pas du tout le même bois, donc on verra ça. Enfin, vriller. De perdre de l'angle en fait. Parce que ça arrive souvent que les instruments avec le temps, notamment les têtes plates comme les Rickenbacker Vintage et les Fender, ça arrive que la tête finisse par se soulever. Et donc c'est pour ça que je suis allé pour l'angle plus de 7 degrés que 4,5. C'est que déjà à la main, vous n'arrivez jamais exactement au bon angle. Et avec le temps, ça se stabilisera sûrement autour des 4 degrés. Et donc là, on en est à la dernière partie que j'ai faite, c'est de voir à peu près comment le câblage allait vraiment se placer dans l'instrument. Et donc, ça m'a demandé un petit peu de collier partout pour tout stabiliser. Bon, là, j'ai fait sortir volontairement pour pouvoir voir un peu mieux comment se placerait le circuit. Mais en gros, normalement, tout rentre comme il faut. Faudra juste bien, comment dire ça, bien protéger les connexions, notamment au switch, c'est ce qui me fait un peu, pas peur, hein, mais qui me fait me poser des questions sur l'instrument, sur la façon de faire. C'est de mettre, je pense que je mettrai quelques tubes rétractables pour protéger les connexions. Et puis voilà. Donc, je suis pas encore sûr de comment je vais faire, mais je pense que les deux jacks iront derrière et comme l'instrument fait 32, je vais essayer d'épaissir légèrement derrière la cavité ici pour pouvoir placer deux jacks type Strat derrière. Après, le seul truc qui m'inquiète c'est pour ça que j'ai pas encore placé ça vraiment définitivement, c'est que un jack, il n'y a pas de problème quand vous le mettez derrière, c'est beaucoup plus pratique, mais deux jacks et savoir lequel est le jack de la deuxième sortie, donc la sortie stéréo, bah, c'est un peu plus compliqué. Bon, après, sur les Rickenbacker avec le Rico Sound, il y a le même problème, sauf que vous retournez la basse dans l'autre sens. Après, là, ce sera pas plus compliqué, hein. Vous mettez la basse, les cordes sur votre genou, donc le ventre, comment dire ça, vous tournez vers le dos et vous aurez les deux jacks disponibles. Donc voilà, donc c'est à peu près du coup comment je fais mes instruments. Alors il y a un dernier truc, parce que j'ai pas parlé de ça au début, c'est que en fait en général, dans tous les templates que je fais, je ne mets jamais de manche dedans, parce que déjà je veux avoir la liberté de faire ce que je veux. Et deuxièmement, comme c'est la partie la plus précise de l'instrument, pour moi, le manche, c'est ce qui doit prendre, comment dire ça, qui doit être plus le manche, c'est ce qui pour moi doit être le mieux fait dans l'instrument de musique, puisque c'est là que tout va se structurer autour. Donc que la forme de la tête soit légèrement changer ou quoi que ce soit, ça ne me dérange pas, mais du coup, je préfère mieux que d'avoir un template qui, par définition, est comment dire ça, un décalque d'autre chose qui peut foirer ou qui peut avoir des problèmes. Je préfère mieux précisément mettre des mesures sur mon manche et utiliser un niveleur qui me sert à peu près à tout, qui me sert notamment aussi à poncer le plat du manche avec plusieurs câbles, puisqu'en fait j'ai pas de dégauchisseuse.
du coup le manche, à la fois pour le diapason si je veux le changer, et pour la taille, la largeur du manche ou d'autres choses, je préfère vraiment le faire moi-même avec des dimensions bien placées sur le manche que je puisse vraiment voir et adapter, plutôt que d'avoir un template qui sera par définition pas droit, puisque en fait je pourrais utiliser le niveleur sur un manche, mais ça me donnerait jamais exactement, et puis ce serait une reproduction d'une reproduction, et donc ça fait en sorte que des défauts s'intègrent. Donc autant prendre directement le niveleur, qui peut, je suis d'accord, peut s'abîmer, mais si on veut faire quelque chose de bien, moi je vois pas beaucoup d'autres solutions. Donc voilà à peu près jusqu'à ce stade-là ce que j'ai fait aussi. Je voulais faire ça pour comment dire. Ce que je voulais dire, c'est que en construisant par exemple la basse ombre insidieuse, je me suis aperçu que les instruments que je faisais avaient plein d'étapes qui, au final, si je les oubliais, il faudrait que je reparte de zéro, comme par exemple le chanfreinage de l'EBF 01, enfin de l'ombre insidieuse. Il est fait un peu comme le chanfreinage de SG, mais il est fait à la main. Et donc, comme j'ai pas de mesure ou de dessin de ça, je ne sais pas du tout comment il est fait. Donc, en gros, ce serait unique à chaque instrument. Après, c'est pas forcément un problème, mais quand on veut aller vite et être sûr de ce qu'on veut, et notamment éviter des problèmes de construction, là par exemple ici, au final, le micro sera légèrement plus placé ici parce que, en fait, ce que vous voyez là, la délimitation, c'est comment dire, la défonce des deux micros en fait, puisqu'ils seront placés juste l'un à côté de l'autre. Donc il faut voir si j'ai pas des solutions pour renforcer ça. Mais comme ils seront à 1,5, donc ce qui fait pratiquement la moitié de l'épaisseur de l'instrument, je préfère mieux que en fait, le corps puisse plus renforcer le manche, mettre légèrement plus derrière, ce qui donnera du coup un son qui se rapproche plus des deux, mais du coup on aura une option de simple et un double qui sera, du coup quand il est en double bobinage, c'est plus rapproché du manche, et un double derrière, ce qui devrait être intéressant de toute façon. Et donc voilà, ça peut vous permettre vraiment de voir sur le papier ce qui va et ce qui va pas. Moi je m'en sers aussi surtout sur les cavités là, parce que ce soit de l'érable ou n'importe quel autre matériel, comment dire, faut pas vous dire je vais créer un instrument et prendre le bois le plus solide du monde et faire l'instrument le moins bien fait du monde, ça ne marchera pas. Donc que ce soit de l'acajou, de l'érable, un instrument est fragile à partir du moment où il est fait sur des standards spéciaux, où certaines parties vont fragiliser le fil du bois. Par exemple, si vous connaissez les SG, les SG standards guitare ont une cavité qui est souvent trop près du bord et en fait avec une épaisseur trop faible, et ça arrive qu'au bout d'un moment elle se coupe d'un coup et il faut recoller. Donc c'est pour ça que je vérifie souvent où se place la cavité, faire des renforts à certains endroits, certainement que j'en fasse ailleurs. Mais le problème des renforts, c'est qu'en gros, ce que ça va vous gêner pour le passage des câbles. Et donc voilà, donc ici du coup on a même le passage. Ah oui, ce que j'avais pas dit sur le le chevalet type Warwick, c'est qu'il aura quand même une base en bois qui adhérera au cordier pour qu'on ait un peu plus de sustain et un peu plus de résonance du corps. Parce que la résonance du corps n'est pas forcément du sustain. Ça peut donner un son plus puissant, mais pas forcément une note plus longue. Donc voilà, j'en ai à peu près fini avec ça. Comme d'habitude, je me suis souvenu de trucs après. Donc si vous avez des questions de choses que je n'ai pas abordées ou dont vous êtes curieux et dont je vais pas parler dans la vidéo, vous pouvez les poser. Et sinon je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.